J'ai eu une approche avec les chiens voilà, dès mon plus jeune âge. Donc, on partait, il faisait nuit, il avait une espèce de fourgonnette, donc on mettait les chiens dedans. Et je sais que nos souvenirs sont notre seul vrai patrimoine. Hein. C'est quoi ton chien idéal? Si tu avais à vivre avec un chien, quelle race tu choisirais? Pour ceux qui ne connaissent pas le massacre des galgos et des lévriers, donc ça se déroule dans le sud de l'Espagne. On a vu ça, ce reportage à la télé, moi j'ai pas dormi de la nuit. Il abattait les chiens en fait, mais il les euthanasiait pas. Il les abattait dans la torture. Et moi, tu vois, ça c'est important. Le fait qu'on puisse donner du temps à un animal. C'est Valérie qui m'a amené donc au Québec, me reconstruire. Et là, en plus, voilà, quand tu as des chiens, il faut que tu les éduques à aller faire leurs besoins dehors. À moins 50, lorsqu'on a un animal aussi, il faut s'attendre à ce qu'un jour, ils partent. Et il faut être capable d'assurer sa fin de vie. On ne peut pas deviner quand le chien nous regarde à quel moment c'est la fin. Mais moi j'ai eu la certitude, elle a une façon de me regarder, je savais en fait, il y avait zéro doute. Je me dis si elle est revenue, c'est que peut-être que nous n'étions pas prêts. Je pense qu'elle était là pour m'apprendre déjà la patience et je ne suis pas quelqu'un de très patient. J'étais heureux qu'elle ait eu une belle mort. Déjà une mort où un animal meurt dans son lieu de vie. C'est une association qui s'appelle Canis Senior. Ouais. Qui récupère que les vieux chiens. Que les chiens que personne ne veut, tu vois. C'est dur à assumer ça quand même. Ouais, comme ça, mais... Ah, j'ai oublié le Terre-Neuve aussi. Bon, il faut que je parle du Terre-Neuve. Attends, on va rester sur ce thé-là. Il faut que je reste... La première chose qu'il a faite, sauter dans la piscine. J'ai bien... Mon père qui dit, qu'est-ce qu'il fout ton chien? Et ensuite, il y a eu donc les Cavaliers King Charles, avec la grande aventure des Cavaliers King Charles. Dans cette vidéo, j'ai eu la chance de converser avec Gilles Lartigot, donc auteur du best-seller Hit numéro 1 et numéro 2. J'ai été honoré de le rencontrer, c'est quelqu'un que j'estime énormément, de par son parcours, son expérience et sa vision du monde. De manière inédite, il nous présente et nous partage son expérience avec ses chiens, donc il y en a eu énormément au cours de sa vie. Beaucoup d'anecdotes seront présentes dans cette vidéo. Également, on fera une petite digression sur les galgos, ces lévriers espagnols qui ont été victimes malheureusement d'un martyre horrible. Je vous inviterai évidemment à vous renseigner sur ce sujet-là. C'est assez effrayant. On a aussi parlé de beaucoup du deuil, comment gérer le deuil à notre façon au départ d'un animal. Voilà, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. C'était une discussion qui était vraiment sereine. Je pense que vous allez le ressentir dans l'ambiance de la vidéo. En tout cas, moi, je me suis régalé. Suivez son travail. La meilleure façon de l'aider, je pense, c'est d'acheter ses bouquins qui sont évidemment d'utilité publique. Surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, nous partager vos expériences avec vos chiens, nous dire leur nom, leur race, etc. Je pense que ça peut être bien d'avoir aussi vos retours sur l'expérience. Bon, j'arrête de parler et je vous laisse avec la vidéo. Est-ce que tu pourrais te présenter, Gilles, justement, rapidement, savoir un peu, pour les gens qui te connaissent pas. Qu'est-ce que tu as pu faire, pu produire, etc. Rapidement alors. Oui, très rapidement. Un parcours professionnel dans différents domaines, l'entrepreneuriat, le sport, tu le sais, en fait, tu connais bien. T'es au fait d'armes, quoi. Mon parcours, en fait, je suis depuis 10 ans, je suis auteur. Ouais. J'ai écrit 2 livres. J'ai eu la chance que ce soit des best-sellers, donc qui s'appellent Hit. Et en fait, ce sont des livres sur l'alimentation, la relation avec notre nourriture et par rapport à ce que nous mangeons et le développement des maladies. Et donc voilà, je suis connu pour ça. J'ai fait ensuite beaucoup de show-conférences. En fait, je me produis sous forme de stand-up, donc ce qui différencie des conférences. Et je produis beaucoup de contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ok. Moi, ce qui m'a plu aussi dans ce que tu produis, c'est qu'il y a ce côté aussi, comment dire, il y a la cause animale, mine de rien, qui est apparente, dans le sens où les gens qui ont tendance à maltraiter les animaux se maltraitent eux-mêmes, et puis ça va forcément avec toutes les filières de production animale, etc. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, je ne suis pas dans mon domaine d'expertise, mais je pense qu'on est quand même dans un microcosme qui est lié, et la façon dont on traite les animaux, que ce soit pour se nourrir ou pour la compagnie, définit aussi comment on se traite, je pense. Oui, parce qu'en fait, le premier livre, tu fais bien de le souligner, tu vois, je ne l'ai pas souligné moi-même, parce que c'est vrai que j'ai fait partie de ceux qui ont mis en lumière
l'atrocité que l'on fait aux animaux que l'on mange. Ouais. Moi, je différencie les animaux que l'on mange et les animaux que l'on aime. Ça va faire bondir peut-être ceux d'entre vous qui sont végans, mais j'ai beaucoup de respect pour le combat des végans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette partie donc, de mise en avant de la maltraitance animale dans l'élevage, notamment l'élevage intensif, à ne pas confondre avec l'élevage traditionnel, a fait que le livre a littéralement explosé il y a 10 ans. Mais ça a été un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que notre mauvaise santé est pas due essentiellement à une surconsommation de produits carnés, de produits pleins d'oméga-6 qui sont produits dans des élevages intensifs, avec des antibiotiques, etc. Mais c'est pas... Voilà, je parle souvent des animaux, et moi je t'ai invité ici, c'est une des rares interviews que je fais ici, parce que j'en fais depuis plus de 10 ans. C'est pour ça que je t'ai invité parce que tu m'as proposé en fait de parler de la relation que j'ai avec les animaux que l'on aime, les animaux qui partagent notre vie au quotidien. Bien qu'ici, tu as pu le constater, donc il y a des ânes, des brebis, des poules. Donc ça, c'est les animaux. C'est l'Arche de Noé ici. Ouais. C'est plutôt les animaux grégaires. Tu vois. Ouais. Donc j'ai aujourd'hui cette expérience-là. Et c'est vrai que j'ai vécu avec en compagnie, en tout cas, de chiens, en fait, depuis mon plus jeune âge. Et je me dis, pour ceux qui me connaissent, et ceux qui ne me connaissent pas, j'aimerais te partager voilà, tous les souvenirs que j'ai eus avec les animaux, avec notamment les chiens. On va commencer directement dans le vif du sujet, parce que si on commence à s'étaler sur ton œuvre à côté, c'est tellement passionnant qu'on ne va pas s'arrêter. Mais je vous invite évidemment à le suivre sur les réseaux, à lire ses bouquins. Moi, j'ai commencé à mettre le pied dedans et je ne m'arrête plus. Quelle est un peu ta genèse avec les chiens comment ça a commencé ta relation avec les chiens C'est le plus jeune âge. Moi, la première, si tu veux, le souvenir que j'ai, et d'ailleurs, c'est des images que je montrais pendant mon show conférence. Donc, c'était avec mon grand-père qui était chasseur. Ok. J'ai écrit une chronique sur lui. Donc, mon grand-père qui était chasseur, c'était dans les années 70, parce que moi je suis né en 66. Ouais. Donc j'ai eu ce premier souvenir du chien de chasse de mon grand-père qui était un épagneul, qui s'appelait Willy. Et j'ai retrouvé des images, d'ailleurs on était ici sur une petite terrasse en haut. Et puis, donc je jouais avec le chien déjà, j'ai eu une approche avec les chiens, voilà, dès mon plus jeune âge. Je devais avoir peut-être 5-6 ans. Tu vois. Mes parents n'avaient pas de chien de compagnie. J'ai toujours côtoyé des chiens de chasse de mon grand-père. Il n'en a pas eu beaucoup en fait. Il a eu, donc Willy, c'était cet épagneul. Ensuite, il a eu des pointers. Okay. Donc il a eu une chienne qui s'appelait Jox, qui a fait une portée. Donc, et puis il y a eu Orphée, donc c'était une des femelles de la portée. Donc ensuite, il avait ces deux chiens. Et donc c'était des chiens de chasse, des pointers. Et moi, j'étais passionné parce que j'ai accompagné mon grand-père à la chasse. J'ai jamais pu tirer un animal, en fait. Bon. C'est pas que ça me désespérait, mais bon, j'étais derrière eux, puis j'étais trop petit aussi, tu vois, j'avais 10-12 ans. Forcément. Mais je me rappelle ces souvenirs où je partais avec mon grand-père, déjà, à l'aube. Donc il me réveillait, tu vois, on partait, il faisait nuit. Il avait une espèce de fourgonnette, donc on mettait les chiens dedans. Et je me rappelle que ces chiens vivaient à l'extérieur. Donc il ne les gardait pas avec lui, tu vois. C'était sa maison de campagne, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il les gardait à l'extérieur. Et dès que les chiens savaient qu'ils allaient à la chasse, parce que mon grand-père chassait beaucoup, en fait, ils étaient comme des fous, tu vois. Ils sentaient que voilà, c'était leur moment, quoi. Ils étaient dans l'action, voilà. Et donc j'ai ce souvenir de ces chiens, tu vois, super excités. Donc ils montent dans la voiture derrière, donc dans la fourgonnette. Et puis on partait comme ça, donc pas très loin d'ici. On allait chasser, je crois que c'était vers Riance, tu vois. Donc c'était encore, quand il y avait des chasses dites, tu sais, c'était des chasses gardées, mais c'était pas les chasses comme on a connu après fin des années 70. C'est pour ça que mon grand-père s'est arrêté de chasser. Dès qu'il y a eu ces chasses où il y avait des lâchers de gibier. Ouais. Bon, maintenant, je crois que c'est assez commun. Mais à l'époque, mon grand-père était un peu choqué de ça, tu vois. Il n'allait pas dans ces chasses-là. Il restait dans pleine nature, tu vois. Donc, pas souvent, mais quelquefois, on rentrait de bredouille, parce qu'il n'y avait pas, déjà à cette époque-là, au milieu des années 70, assez peu de gibier.
Et moi, c'est des souvenirs, tu vois, que j'emporterai avec moi, hein, parce que tu sais que nos souvenirs sont notre seul vrai patrimoine. Hein. Quand on passe l'arme à gauche, on n'a plus que les souvenirs. Hein. Le bien matériel, ça n'existe plus. Mais c'est vraiment des souvenirs que j'emporterai avec moi, parce que j'ai l'odeur aussi du café. Je me rappelle les petits déjeuners, bon, on parlera parce que je vais beaucoup digresser. Non, bah, justement, on est. T'inquiète et donc, pas. je vais parler souvent de nourriture, mais moi, c'est les petits déjeuners que je prenais avec mon grand-père. C'est le saucisson, le vin rouge. Bon, je prenais pas de vin rouge, j'avais 10 ans quand même, tu vois. Mais bon, je trempais un peu le pain dedans, tu vois. C'était une autre époque. Oui, notre époque. Aujourd'hui, tout est interdit, quoi. C'est hashtag, c'est le truc. Non. Mais j'ai vraiment ce souvenir donc, de ces chiens qui marquaient l'arrêt. Tu vois, les pointers, je ne sais pas si c'est tous les chiens de chasse qui marquent l'arrêt, mais les pointers, c'est vraiment comme ça, la queue droite, tu vois, comme ça, ils ne bougeaient plus. Bah, d'où leur nom d'ailleurs. Donc, oui, d'où leur nom. Et puis après, c'est soit un faisan qui partait, tu vois, quand c'était une bécasse, c'était quand même exceptionnel. Assez peu des lapins, quelques lapins, des fois des lièvres, tu vois, mais pas mal de faisans en tout cas. Plutôt du petit gibier, quoi. Oui, c'était du petit gibier. Mon grand-père ne chassait pas donc, de gros gibier, il était vraiment, c'est la chasse à la provençale, quoi, tu vois. Donc c'était... ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué, cette relation avec ces chiens, et notamment, donc après... Orphée est décédée un jour, pas très loin d'ici. Elle se baladait dans la pinède et puis elle est tombée, donc arrêt cardiaque. D'ailleurs, elle est enterrée pas très loin d'ici. Et ensuite, son autre chienne est partie. Alors, je pense qu'on parlera du départ des animaux, hein, parce que je pense que c'est très très important. Justement, je pense pas que tu en aies parlé sur ta chaîne. Non, mais, pas encore. Tu en parleras, je pense, longuement avec Valérie, qui est mon épouse, hein, qui est arboriste vétérinaire, qui a vraiment une relation très très forte avec les animaux. Mais bon, on va y venir. On lui passe le bonjour d'ailleurs. On va y venir. Donc voilà. Et ensuite, donc il y a eu un petit chien qui est arrivé dans la famille. C'était un petit Yorkshire. Voilà. Il s'appelle Nicky. Donc comme tous les Yorkshire, enfin, pas tous, mais bon, assez excité, tu vois, c'est assez nerveux. C'était je me rappelle, mais le chien de ton de ma mère. D'accord. C'est ma mère en fait, mon mère et mon père qui ont pris ce chien. Donc là, il y a eu un chien qui est rentré dans le foyer. Et j'ai vu que ma mère, voilà, déjà, elle faisait. Elle ne lui donnait pas des boîtes ni des croquettes. C'est vraiment la nourriture dite ménagère. Je me souviens, donc voilà, le bichonnier, elle le peignait également. Voilà, c'était les chiens, un petit peu le chien à sa mère, quoi, tu vois. Mais moi, en fait, après, j'ai toujours eu ce type de chien, puisque je ne chassais pas. Je n'avais pas de raison d'avoir des chiens de chasse pour chasser. Et je ne suis pas très attiré par des chiens, je ne sais pas comment tu appelles cette catégorie, pas des chiens, des massifs, c'est ça, tu sais, des chiens type pitbull. Après, bully, etc. Tu vois, type Molos, c'est ça, voilà, c'est pas massif, c'est Molos. J'ai jamais été attiré par ces chiens. Donc j'ai quitté donc, mes parents assez tôt, j'ai 18 ans. J'ai rapidement donc là je vivais avec une compagne et j'ai eu un Shih Tzu. C'était elle d'ailleurs, donc, parce qu'en fait j'ai jamais eu, tu vois, j'en parlais hier avec Valérie, elle me disait, c'est quoi ton chien idéal? Si tu avais à vivre avec un chien, quelle race tu choisirais? Ben, en fait, je ne vivrais pas avec un chien. Je ne serais pas capable, en fait, de m'occuper seul d'un chien. Et pourtant, j'en ai beaucoup autour de moi. C'est un peu paradoxal, mais... le premier, c'était ma mère. Ensuite, ça a été mes compagnes. Et j'ai eu plusieurs compagnes donc, avant de me marier avec Valérie. Et c'est vrai que c'était plutôt les chiens de mes compagnes. Donc il y a eu Fidji, donc, qui était un Shih Tzu, très mignonne, et ensuite qui est partie, je pense qu'elle a été euthanasiée, je m'en souviens plus très bien, parce que c'est ma mère ensuite qui l'avait récupérée. Parce que moi je commençais à travailler, notamment sur Paris, je ne pouvais plus m'en occuper, et mon ami de l'époque non plus. Donc c'est ma mère qui l'avait recueilli, tu vois, ça faisait la suite de Nicky, voilà. Donc, et ensuite j'ai eu... un bulldog français, donc Ursula. Voilà. Et puis c'était, elle s'est éteinte également. Et sur ces bulldogs français, voilà. Là aussi, c'était pas, si tu veux, mon choix, ni ma décision. Donc, voilà. Mais, et ensuite, il y a eu donc les Cavaliers King Charles, avec la grande aventure des Cavaliers King Charles, donc avec Valérie qui aime beaucoup cette race de chien. Et moi, je suis tombé complètement amoureux de cette race de chien.
Bah, c'est des chiens qui sont hyper faciles à vivre, quoi. Alors ils sont soumis, c'est pas des chiens qui sont agressifs. Ah non, ça, C'est des boules d'amour. faut Voilà, se lever vraiment. tôt pour trouver un cavalier Ouais. agressif, quoi. Vraiment. Ouais. Ah, ils ont leur caractère aussi. Ah, évidemment. Ils peuvent niaquer ou même Ouais. mordre, mais voilà, ils ont vraiment leur caractère. Mais c'est des chiens qui sont très agréables. Mm. Et donc, on a eu Izzy, donc ensemble avec Valérie. Et puis Izzy a connu quand même des histoires incroyables, parce que c'est là où donc j'ai connu une faillite personnelle, je me suis retrouvé à la rue. Ok. Et donc, c'est Valérie qui m'a amené donc, au Québec, me reconstruire. Donc ça, c'était en 2007, et je suis parti au Québec en 2010. D'où le départ, J'ai eu ouais. 3 ans très très difficiles ici, parce que je gérais de grosses sociétés, et puis j'ai tout perdu suite à des affaires judiciaires, Ok. avec des escrocs qui m'ont profité, je dirais, peut-être de ma naïveté de l'époque. Ouais. En tout cas, c'est une affaire qui est passée, une page qui a été tournée, ça m'a mis sur une autre voie. C'est comme ça qu'en fait que j'ai commencé à faire des enquêtes dans le domaine de l'élevage intensif. Mais avant l'élevage intensif, donc là j'étais avec Valérie, ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier des enquêtes d'investigation, parce que j'ai fait beaucoup d'enquêtes d'investigation, il y a certaines images qui sont assez populaires, que tout le monde a vues, Mhm. notamment dans les abattoirs, ce genre de choses. En fait, la première enquête dans le domaine de la maltraitance animale, on l'a faite avec Valérie. C'était Les galgos. c'était en 2008, ouais, c'était les galgos. Ouais. On a vu tous les deux avec Valérie, c'était un documentaire, je crois que c'est 30 millions d'amis, Ouais. qui diffusait ce documentaire avec le massacre des galgos. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le massacre des galgos et des lévriers, donc ça se déroule dans le sud de l'Espagne. Ce sont les chiens, bon, les galgos, c'est une race de lévriers. Hein, Ouais. Et en fait, ils sont utilisés par des gens très pauvres qui ne peuvent pas s'acheter de fusil, en fait. Et c'est en fait des chiens de chasse qu'ils utilisent pour la chasse, et ils ont des meutes. Et à la fin de la saison de chasse, celui qui a la meute va garder le meilleur d'entre eux, puisqu'ils en reproduisent énormément, donc c'est quasiment des camps de concentration, tu vois, ils font des élevages de galgos complètement à la sauvage, hein. Il n'y a rien de réglementé, bien sûr, sachant que la chasse au lévrier est interdite en Europe, mais à cette époque-là, c'était encore autorisé en Espagne. Tu pourrais Et expliquer j'ai pourquoi eu, c'est interdit, d'ailleurs? Alors que la France interdit la chasse avec des lévriers depuis 1844, en raison de leur trop grande vélocité qui ne laisse aucune chance au gibier, en Espagne, c'est une tradition qui perdure. Ben, la chasse au lévrier est interdite en Europe. Après, en Espagne, j'ai eu l'interview que tu as vue avec mon ami Papacito, qui me disait que ça a été réglementé aujourd'hui. Il y en avait beaucoup moins. Bon, on va mettre ça de côté. On se replace dans le contexte, donc 2008. On a vu ça, ce reportage à la télé. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. À l'époque, donc, je dirigeais un gros groupe de communication. J'avais des introductions en télé, dans les médias, etc. Et je me disais, Valérie, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'il y avait des associations qui allaient récupérer donc, ces galgos, Ouais. pour les faire adopter en France. Il faut savoir que quand le propriétaire, en fait, le gardien en fait, de cette meute, il abattait les chiens, en fait, mais il les euthanasiait pas. Il les abattait dans la torture. Parce que dans leur mentalité qui sont complètement fuckés, si tu veux, le chien n'a pas honoré le chasseur, quoi, tu vois, son maître. Donc ils gardent le meilleur d'entre eux, Ouais. donc celui qui a tué le plus de gibier, etc. Et les autres, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique du pianiste. Donc, ils les pendent dans une espèce de forêt, un lieu, si tu veux. Ils les pendent, mais ils les pendent pas haut et court. C'est-à-dire que le chien est toujours droit sur ses deux petites pattes arrière. Juste assez pour ne pas se faire étrangler. Et il agonise comme ça pendant des jours. Il les pique à l'eau de Javel. Il les traîne derrière les voitures. Il les jette dans des puits. C'est une horreur. Quand on a vu ces images-là, c'est pas qu'on est sensible, mais ça m'a fait un électrochoc, tu vois. Je dis à Valérie, il faut qu'on aille enquêter, il faut qu'on médiatise ce combat en France, voilà, il faut qu'on y participe. On s'est rapproché donc d'une association donc, qui aidait justement et qui récupérait les galgos et les lévriers, et on est parti dans le sud de l'Espagne, à Villena. Et là, ça a été notre première enquête dans le milieu de la maltraitance animale, en dehors après de ce que j'ai fait dans l'élevage intensif. Mais c'est là où on a découvert l'horreur, quoi. Que les chiens ils vivaient dans des grottes, dans des conditions, je t'en parle pas, bon, on va pas faire de misérabilisme, tu vois, mais... Non, mais
Il faut le savoir. C'est très et intéressant. il y a des associations qui aident. Voilà, il y a même Emmaüs qui avait envoyé un camion. Je ne te dis pas l'état du camion qui a fait France-Espagne. Il est arrivé, je ne sais pas comment. Tu vois. Mais on a récupéré des chiens. Donc, en Espagne, il n'y a pas de SPA. C'est que des. Il y a beaucoup c'est quasiment tenu par des femmes. C'est des associations qui ont des refuges. Ouais. Elles sont aidées par des vétérinaires. Parce qu'il y a toute une organisation qui s'est mise en place autour de la sauvegarde justement de ces chiens. Et on est allé donc dans ce refuge. Et là, pour moi, ça a été compliqué parce que on pouvait prendre qu'une dizaine de chiens. On est rentré, mais il y en avait des centaines. Et les chiens ont compris qu'on venait les chercher. Ouais. Et tous ils hurlaient. Et va choisir les chiens là-dedans. Il y a des élus et d'autres qui vont finir certainement euthanasiés parce qu'il n'y a pas assez d'adoption, tu vois. Enfin, voilà. Ouais. Gros sacerdoce. C'était un moment voilà, très, très, très dur et c'est par, si tu veux, cette enquête, l'investigation, ça ne m'a pas donné le goût hein, d'aller témoigner, d'aller justement faire des enquêtes comme ça, je dirais, non autorisées, tu vois, mais ça m'a fait rencontrer des personnes qui font partie d'une association qui est considérée comme terroriste aux États-Unis, qui s'appelle l'Animal Liberation Front, Front de libération des animaux. Et en fait, ce sont des gens, il n'y a pas d'organisation, en fait, c'est pas du Sea Shepherd avec Paul Watson, tu vois, hyper médiatisé et tout. Non, non, ça c'est des gens qui agissent dans l'ombre. Okay. Ils vont souvent sauver des chiens qui sont victimes de vivisection. Tu sais, c'est les bassés, c'est une catégorie assez particulière. Les beagles aussi. Des beagles, pardon, pas les bassés, c'est les beagles, c'est les beagles. Il y a des images horribles de beagles en vivisection avec les singes, c'est juste... Parce qu'il n'y a pas des beagles, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de souris en fait, dans les vivisections, après il y a des gros animaux. Bon. Je ne suis pas allé là-dedans, je n'ai pas voulu aller là-dedans, mais cette personne donc, de Animal Liberation Front, on l'a rencontrée complètement par hasard. D'ailleurs, c'est une histoire que j'ai écrite dans La Furia, qui est un magazine trimestriel. Et j'ai écrit en fait cette histoire, donc comment je suis arrivé dans l'élevage intensif. C'est en rencontrant cette personne d'Animal Liberation Front, qui m'a dit à l'époque, donc je fais encore beaucoup de musculation, mais je faisais 20 kilos de plus quand même, donc c'est massif, un peu à Christophe, tu vois, Christophe Héritier, bon, je me compare pas à Christophe Héritier, mais bon, voilà, j'ai fait un beau gabarit à l'époque. Bon, ça va, t'as pas à rougir non plus, quoi. Mais... Ouais, j'ai presque 60 ans, donc après, j'ai un sarcopénie, tu sais, mais bon. Donc, il me disait, mais tiens, tu es musclé et tout, tu vas manger beaucoup de viande, tout ça. Je dis, bon, oui, de la viande, mais je mange beaucoup de volaille. Et donc, il me disait, tu sais comment ils sont élevés, tu manges du porc, du cochon? Je dis, oui, je mange du jambon, tout le monde mange du jambon, tu vois. Il me dit, ça t'intéresse de voir comment sont élevés les cochons? Ben oui, bien sûr, moi je suis curieux, ça m'intéresse. Et là, donc, j'ai mis le doigt dans l'élevage intensif, vraiment la maltraitance des animaux que l'on mange, quoi. Ouais. Et voilà. Bon, après, c'est un autre sujet. Et donc, pour en revenir, si tu veux, aux animaux, donc à cette époque-là, on avait donc une petite Carrier King Charles, c'était notre première qui est partie malheureusement, qui nous a quittés. Donc, c'était Easy, une Blenheim, qui elle nous a suivis de partout, parce que donc on l'a embarqué de France, donc au Canada. Ouais. Puis on faisait des allers-retours. Bon, on revenait quasiment tous les 3-4 mois, on faisait un voyage en France pour voir nos parents, tu vois. Donc elle a pris l'avion. Elle a pris aussi l'hydravion là-bas, elle a pris bien sûr de nombreux voyages en train, elle nous a quasiment jamais quittés. Et moi, tu vois, ça c'est important, le fait qu'on puisse donner du temps à un animal. Un animal, c'est pas un objet. Très souvent, tiens, tu vois, il y a quelques jours, j'ai interviewé Aton. Ouais. J'ai parlé donc d'Indy. Oui, donc j'ai fait référence à ta chaîne, etc. Tu vois, parce que voilà, on s'entraide entre nous et donc il a de très très bons souvenirs quoi, de son passage chez toi. Et il me disait, tiens, ben là, Indy, je vais la sortir ce soir parce que toute la journée elle est restée seule. Bon, j'ai pas pu la voir, tu vois. Donc souvent il y a des chiens donc qui restent seuls. Et après, on a des maîtres, voilà, qui arrivent le soir, donc ils vont donner du temps, tu vois. Mais quand j'y réfléchis, en fait, moi, quasiment les chiens n'étaient jamais seuls. On les a toujours gardés avec nous, ou mes compagnes les gardaient avec elles, tu vois. En tout cas, Valérie, dès qu'elle a eu Easy, en fait, on ne l'a jamais quittée. Mais quand je te dis jamais quittée, c'est 24 heures sur 24, non-stop. Peut-être on l'a confiée, tu vois, une fois ou deux, et encore au début.
Mais là, avec tous nos chiens, en fait, nous ont jamais quittés et en fait, ils vivent avec nous. Ouais. Mais vraiment. Donc on a du mal aussi, peut-être, aussi nous, à s'en détacher et à les laisser seuls. Mais pour moi, c'est important et il faut vraiment réfléchir quand vous adoptez ou vous décidez d'avoir un animal, de se dire que ça demande du temps, en fait. L'animal demande du temps, de l'attention, et il faut pouvoir subvenir aussi à ses besoins. Parce que si on ne peut pas lui acheter la bonne nourriture, si on rechigne à lui faire des soins, je ne parle pas que des soins vétérinaires, on ne va pas aller dans cette partie-là, parce on va glisser. Pour vous mettre dans la confidence, il est venu il y a quelques jours. On a parlé donc avec ma compagne Valérie, qui est vétérinaire herboriste naturopathe, et on a parlé tout l'après-midi donc de la problématique des vétérinaires. Donc on va pas aborder ce sujet, on va mettre ça de côté. Mais voilà, donc un animal, ça coûte cher, il faut de l'argent. En fait. Et je remarque que des fois, il y a des personnes, pas souvent, mais quelquefois, voilà, elles n'ont pas forcément, elles ne s'attendent pas ce que ça coûte de l'argent, en fait, un animal. Hein. Ça coûte de l'argent et il faut aussi avoir le temps de s'en occuper. Voilà. Donc tout ça pour te raconter voilà, l'histoire avec mes chiens. Alors après, Easy, donc on en a eu une deuxième, donc c'était Anna, qu'on est venu chercher, je me souviens, hein, c'est une grosse aventure avec Anna. Donc petite anecdote à ce sujet. On a décidé donc que Easy, donc il y aurait une deuxième chien donc avec elle, donc une deuxième femelle. Et moi, c'était la première fois là que j'avais 2 chiens. Sauf mon grand-père, mais bon, comme je t'ai expliqué, c'était un chien de chasse qui était à l'extérieur, on n'avait pas forcément de contact avec eux au quotidien. Et j'étais sceptique, tu vois, sur le fait, on peut bien s'en occuper et tout, mais 2, après j'étais totalement convaincu, hein, parce qu'il y a plein d'avantages à avoir 2 chiens. Ouais. Mais bon, après, peut-être pas tous les chiens, en tout cas, moi, mon expérience, c'est que je ne regrette pas du tout d'avoir eu Anna, et Anna, elle est arrivée dans des conditions assez particulières, c'est-à-dire que, donc on prend l'avion, on était au Québec, là, en plus, au fin fond de la Mauricie. Imagine, c'est 3 heures de route donc, de la principale ville, tu vois, donc de Montréal, en pleine forêt, premier voisin à 3 km, 4 hectares autour de nous, maison tout en bois construite dans les années 1900. C'est là en fait où j'ai été inspiré. La veste de bûcheron, la hache. La fameuse veste de bûcheron que Valérie m'a mis de côté parce que je l'ai gardée pendant 10 ans. Elle m'a dit arrête, toutes les photos, tu as la même chemise, il faut arrêter. Donc voilà, tous les clichés que tu peux voilà, imaginer. Caribou! Caribou, Ginette. C'est quand même bien que le show soit pas au lit. Était en place, donc c'était en Mauricie, vraiment très très isolé, des hivers à moins 50, etc. Bon. On va la chercher et c'était quasiment en plein hiver. Je pense que ça devait être en début d'année. Donc on vient la chercher en France, donc on repart ensuite quelques jours après. On la ramène donc avec nous et Easy donc, au Québec. Et donc après le voyage, donc on prend la voiture, donc je commence à conduire et puis on avait fait vraiment beaucoup de routes. C'était la première fois où on avait 2 chiens. Alors comment on voyage avec nos chiens, là aussi c'est toute une histoire. Hein. Je pense que peut-être Valérie pourra mieux te développer, mais d'ailleurs, est-ce que elle a conçu en fait, on pouvait les prendre avec nous dans la cabine. Il était hors de question que les mettre en soute. Voilà. On avait 2 chats, donc on a amené en soute au Québec. Il y en a un qui a été vraiment, qui a assez mal vécu le voyage. Bon, il était vivant, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est très hard quand même. Lorsqu'on met un animal en soute, regardez les images des animaux dans les soutes. C'est traumatisant. Hein. Voilà, il faut le préparer. Il ne faut pas le droguer, mais bon, il vaut mieux le préparer. Ouais. En tout cas, elle avait conçu des sacs, en plus des sacs assez souples, que l'animal soit à l'aise, tu vois, couvert, fermé. Bon, tout un rituel, tu vois, autour de ça. Donc on avait les 2 chiens à nos pieds, donc tu imagines bien que tout le voyage, quasiment de Marseille, ça fait au moins 15 heures, tu vois, avec les attentes et tout, on n'a pas dormi, ne serait-ce qu'une heure, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, donc, je prends la voiture, donc on part, c'est enneigé, c'est quasiment tombé de la nuit, et on avait 3 heures de route. Et là, au bout d'1 heure, donc, j'ai un petit peu, je dirais, voilà, je tombe un peu de sommeil, tu vois, j'ai des pertes, donc je m'arrête et on échange avec Valérie, donc, qui reprend le volant, et malheureusement, là, on a eu, en fait, elle a glissé sur une plaque, en fait.
on appelle ça la glace noire, en fait. C'est des plats qui sont en dessous de la neige qui est fraîche, tu vois. Ouais. Et vraiment, que ce soit elle ou moi, on serait passés tous les deux sur cette plaque, si tu veux, on a fait un tout droit, donc on est vraiment un accident. Voilà, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a évité un arbre, etc. On s'est arrêté à 3 mètres d'une villa. Le gars était en train de regarder la télé. Tu sais, les Québécois, ils ont une télé géante et tout. Il devait regarder Triple X peut-être, tu vois, ou Fast and Furious, tu vois. D'un coup, ils vont arriver, j'ai un pick-up, un gros Dodge, tu sais. Il fallait réveiller le Dodge comme ça, j'ai dit, oh putain, enfoncé, tu sais, contre la baie vitrée, quoi, tu vois. Le mec, il avait prévu, quoi. Il avait mis des bornes, tu vois, autour de la maison. Et en fait, on s'est arrêté donc, sur une borne. Mais là, j'avais la petite Anna, donc, qui était je dirais, sur mes genoux. Donc, une branche qui rentre dans la voiture, enfin, je te passe, une horreur. Bon. Et d'un coup, Valérie, bon, voilà, on va bien, on se regarde. Izzy, ok, elle était attachée, tu vois, dans la cage qu'on avait montée dans le pick-up. Et Anna, on ne la trouvait pas, en fait. Et en fait, elle avait roulé. Elle avait fait des roulés-boulés, elle était sous le siège, mais comme elle était dans une couverture, etc., toute petite de moi, tu vois, Ouais. elle s'était rendue compte de rien. Donc c'est comme ça qu'elle est arrivée au Québec. Et là, en plus, voilà, quand tu as des chiens, il faut que tu les éduques à aller faire leurs besoins dehors, à moins 50. Ah oui, c'est vrai, ouais, j'ai pas oui, pensé. il y avait beaucoup de neige, de la glace, des trucs, mais on y est arrivé, quoi. On y est arrivé. Et c'était vraiment, voilà. Et après donc, c'était voilà, une période intense et très. C'est une meilleure période, je pense, de notre vie avec Valérie et puis Izzy et Anna au Québec. Donc, on avait nos 2 chats également. Ouais. Donc, Aura qui est parti donc, l'année passée à quasiment 20 ans. C'est le premier animal qu'avait Valérie. Et avec son frère, donc, qui était un chat également qui s'appelait Kéo. Et Aura aussi, c'est une très belle histoire. Donc, on en avait parlé rapidement, justement, quand on s'était vu. c'est de se préparer en fait au départ des animaux. C'est ça. Pour parler d'Aura, parce qu'on va pas. C'est toujours les difficile histoires d'embrayer autour des chiens. sur ce genre de. Non, mais moi j'en détails, parle mais- avec. Pas avec plaisir, mais j'en parle de façon. Parce que le deuil, en fait, positive. Ouais. Et sans complexe. Mais lorsqu'on a un animal aussi, il faut s'attendre à ce qu'un jour il parte. Hein. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit avoir un animal, c'est acheter une petite tragédie. Parce qu'en Non, mais fait, ça, c'est ceux qui pensent que rien qu'à la fin, ça te donne tellement d'amour. Si Non, on met bien que sûr. les choses positives, tu bien, vois. bien sûr. Mais il faut être capable d'assurer sa fin de vie. Et Ouais. là aussi, il y a les euthanasies abusives, il y a aussi les euthanasies de complaisance. Le sujet aussi, l'euthanasie. En tout cas, nous, on a des animaux qui sont partis, oui, avec l'euthanasie. On a toujours regretté, mais des fois, c'était nécessaire. Et là, Aura, donc c'était le premier animal qu'on avait avec Valérie, qui a tout vécu, quoi. Les allers-retours, les lieux de vie, parce qu'on changeait, on a vécu à New York, on a vécu à Montréal, on a vécu en Mauricie. Un animal que tu gardes avec toi pendant 20 ans, je dirais, ça compte. C'est vrai que j'étais plus proche, en fait, de Aura que de tous les autres chiens, parce qu'Aura, en fait, dormait toujours de mon côté. Quand je travaillais seul, elle venait avec moi, elle venait donc sur mes genoux. Position pas très agréable pour travailler, tu vois, tu peux pas écarter les jambes comme tous les hommes, hein, mais bon. Et donc, je redoutais en fait le départ de Aura. Et elle a failli partir en fait, c'était il y a 3 ans. Elle était fatiguée, elle a eu du sang dans les yeux, et puis le sang est parti, mais bon, donc elle devait peut-être avoir fait un AVC, peut-être, tu vois, mais bon. Donc elle était affaiblie. Et un jour, elle était dans le bureau, je sentais qu'elle allait partir, quoi. Et elle s'arrêtait de respirer, elle ne bougeait plus. Donc j'ai appelé Valérie, j'étais en pleurs, j'étais effondré, on était tous les deux donc sur elle. Et d'un coup, comme ça, vraiment, tu vois. Revenu à la vie, quoi. Souffle, ouais. Revenu. Et là, ça a duré quasiment 1 an et demi, quoi. Et elle est restée, elle a perdu la vue petit à petit. Ouais. Mais on sentait, je me dis, pourquoi elle aurait pu partir? Parce que je pense que les animaux, lorsque c'est la fin, ils se mettent dans un état qui va déclencher en fait le départ. Donc j'en suis intimement persuadé. Après, il y en a qui souffrent et qui sont victimes d'accidents, ce genre de choses. Donc voilà, il faut abréger leur souffrance. Mais très souvent, en fait, on a peur que l'animal souffre. C'est pour ça qu'on euthanasie trop vite. Ce que je pense, hein, moi je juge personne, hein, il faut...
mais par rapport à mon expérience. Ouais, c'est très intéressant justement. On a peur que l'animal souffre, et très souvent, c'est le veto qui pousse à l'euthanasie. Assez souvent. Donc, on n'est pas préparé à ça. On se dit, ouais, tu sais, on a peur de souffrir aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on veut faire repasser l'euthanasie pour les humains, quoi, tu vois. Donc, c'est parce qu'on a peur de la souffrance. Je ne dis pas qu'il faut souffrir, bien entendu. Il y a des moyens aujourd'hui, voilà, avec des médicaments pour qu'on ne souffre pas. Mais déclencher comme ça la mort, c'est violent. Voilà, il faut s'y préparer. Et le cas d'Aura, pour moi, est assez exemplaire parce que je me dis, pourquoi elle n'est pas partie à ce moment ? Parce qu'on voyait qu'elle était faible déjà, tu vois, elle avait beaucoup maigri. Pourquoi elle est revenue ? Et je me dis, si elle est revenue, c'est que peut-être que nous n'étions pas prêts. Moi, en tout cas, à cette époque, je n'étais pas prêt de perdre Aura. Et je pense que Valérie non plus. Tu penses qu'il y a un lien spirituel un peu avec nos chiens ? Oui, tout à fait, bien sûr. Avec ? Nos chiens ? Tu penses qu'il y a une espèce Nos de chiens, connexion immatérielle un peu ? Les animaux, bien sûr. Bien sûr. Même les animaux qu'on mange. Ouais. Même les animaux qu'on mange. Mais là, je te parle donc de Dora, qui est une chatte. Après, le chien ou les chiennes, ça peut être la même chose. Mais Aura, c'est vraiment pour moi un exemple parce que elle est vraiment revenue à la vie. Ça, c'est vraiment pas un délire. Mais pour quelque chose. Je pense qu'elle était là pour m'apprendre déjà la patience, parce que j'ai eu beaucoup de patience avec Aura. Et je ne suis pas quelqu'un de très patient. Donc, quand des fois elle se réveillait en pleine nuit, donc c'est moi qui allais voilà, lui ouvrir, ou alors il y a eu, c'était compliqué, tu vois, d'assumer sa fin de vie. J'étais donc sur Paris, c'était l'année passée, et puis Valérie m'a appelé, elle m'a dit, je devais partir 3 jours, et elle m'a dit, bon écoute, là, elle n'est pas bien, mais il faut que tu y ailles, si jamais ça ne va pas, je te dirai, etc., etc. Et puis c'est vrai que le dernier jour, quand je devais revenir, c'était le soir, elle m'a dit, bah, écoute, il vaut mieux que tu reviennes peut-être un peu plus tôt, là, Aura, elle va vraiment pas bien, donc j'ai pris un train plus tôt. Et voilà, je me souviens qu'on est resté vraiment près d'elle, elle était tout le temps avec nous, tu vois, à la fin. Et elle est partie dans la nuit. Et bizarrement, tu vois, c'est l'animal en fait, j'ai pas de peine pour Aura, comme j'ai pu avoir de la peine pour d'autres animaux. Notamment Stella, le setter qu'on a adopté, je vais t'en parler juste après. Ouais. J'ai pas eu de... J'ai eu bien sûr de la peine, mais j'étais heureux qu'elle ait eu une belle mort. Ouais, pour toi, parce c'était qu'elle le bon est morte moment. à nos côtés, Ok. dans le lit, Mhm. s'est réveillée, et voilà, et dans la nuit, je me souviens de son dernier regard. J'étais en train de lire, tu vois, elle était sur le panier, à côté de moi, avec des petits yeux comme ça, tu sais, qu'elle n'aurait presque pu à les ouvrir, toi. Et elle m'a regardé comme ça. Je ne savais pas que c'était le dernier regard, tu vois. Tu ne peux pas savoir ce genre de choses. Mais je sais qu'elle s'est endormie, je sais qu'elle a voulu sortir du panier pour être plus contre nous, parce qu'on l'a retrouvée un petit peu, tu vois, et puis un peu raide. J'ai mis la main, tu vois, en pleine nuit. J'étais serein, en fait. Et j'espère partir de la même façon, en fait. Tu vois ? Pour moi, c'est une belle mort. Ouais. Déjà, une mort où un animal meurt dans son lieu de vie. C'est comme mourir dans un hôpital, quoi. C'est horrible. Ouais. Il faut mourir à la maison, quoi. Et Chez le vétérinaire, en l'occurrence. Les vétérinaires, pareil. Il y a des vétérinaires qui sont... Tu sais, c'est pas un plaisir pour les vétérinaires, l'euthanasie. Je pense pas. Hein. Bon, qu'il y ait des psychopathes parmi eux, il y a toujours un faible pourcentage, mais bon. Mais c'est quand même une part qui est dure dans leur métier. Hein. Et voilà, j'étais serein en tout cas. Voilà. J'assume son départ. Et puis il y a des photos dans toute la maison. Bon, je te ferai une sélection, bien sûr. Tu auras foison. Je ne sais pas si toi qui fais le montage, mais... Ouais, je vais m'amuser, je pense. Toi aussi, d'accord. Non, c'est moi qui m'en occupe. Ouais. Donc voilà, et je peux te raconter aussi un autre départ, celui de Stella, parce que lorsqu'on a eu donc Louisiana, donc on est revenu ensuite en France, c'était donc en 2017.
Et puis en 2018, on revenait donc de temps en temps ici en France, et puis on s'est dit, bon, on va rester un petit peu plus longtemps, et on a adopté un setter. Ouais. Enfin, une setter, donc un setter irlandais. On a vu donc, Tu sur sortais un un site. tu sortais un peu du chien d'agrément là. C'est pas moi là aussi, c'est Valérie. Ouais, Parce que Valérie, elle me dit, écoute, regarde, j'ai vu, il y a une chienne adoptée. ouais. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Elle a le visage tout blanc. Elle me dit, ouais, elle a 12 ans. J'ai 12 ans. C'est une association qui s'appelle Cani Senior, Ouais. qui récupère que les vieux chiens. Que les chiens que personne ne veut, tu vois. Mhm. Des vieux chiens pour leur offrir, comme on dit, un panier tu vois, de fin de vie. Ouais. C'est dur à assumer ça quand même. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on aide, voilà, sans le dire, on aide tous les ans cette association, et c'est des femmes formidables. C'est souvent des femmes qui s'occupent des associations d'animaux. Ouais. En tout cas. Donc Cani Senior, ils sont vers Lille. Et Valérie, donc, monte cette chienne, en plus elle me dit, j'ai toujours rêvé d'avoir un setter. Elle me dit, bon, on est là pendant longtemps, mais bon, elle est en fin de vie, il lui reste 6 mois à vivre. Bon. Parce que je devais partir en tournée pour mon 2e livre, tu vois. J'ai dit, bon, on peut lui offrir un panier de fin de vie, peut-être avec les chiens, ça va leur faire drôle d'avoir un gros chien comme ça, tu vois. Donc on a pris la décision de l'adopter. Mhm. Voilà, toute une aventure. Donc je prends le TGV jusqu'à Paris. Elle a fait du covoiturage Lille jusqu'à Paris. J'ai pris une 2e place, tu vois, pour qu'elle soit bien à l'aise, tu vois, dans le train. Donc je vais la récupérer. Je me rappelle, c'est une personne super gentille, tu vois. Elle avait dans le coffre, elle me regardait comme ça. Elle avait son petit paquet avec un sac en plastique, tu vois, ses affaires dedans, tu vois. Elle était, ouais, je crois qu'elle avait un petit manteau, parce que c'était l'hiver là aussi, il faisait un petit peu frais. Et je la vois, donc, elle ne me connaissait pas, tu vois, on était déjà sur la place, donc devant la gare, gare de Lyon. Ouais. Tu vois, il y a tout un parvis. Et là, donc, je l'avais en laisse, on ne se connaissait pas, tu vois. Parce qu'ils sont Elle a localisés. vu arriver quelqu'un avec un chien, Mhm. elle s'est mise devant, tu as fait bon, du style, je protège. Tu vois. Ça me faisait drôle, c'est la première fois que j'avais un chien, tu vois, comme ça. Mais j'ai oublié le Terre-Neuve aussi. Bon, il faudrait que je parle du Terre-Neuve. Attends, on va rester sur ce thé-là. Il faut que je reste. Ouais. Je reste focus. Si je divasse trop, sinon. On va rester sur ce thé-là. Et donc, ce thé-là, je l'ai prise avec moi, donc, dans le train. Mhm. Et là, tu vois vraiment la bêtise des gens. Bon. Et souvent, bon, j'étais habillé, donc là, avec, bien sûr, ma chemise de bûcheron, La fameuse- casquette, j'avais une barbe, mais là, elle est taillée, tu vois, elle est Ouais. propre, là. J'ai une barbe, en fait, d'itinérant, quoi, tu vois. C'est le mec qui dort dans sa voiture, c'est voilà. Donc, un gros parka, bon, et j'avais donc ma chienne qui était avec moi, dans le TGV. Et là, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je me dis, bon, je ne vais pas la laisser là, parce que je ne la connais pas, la chienne, je ne vais pas l'attacher, tu vois. Donc, je l'amène avec moi aux toilettes, on est tous les deux dans les toilettes, donc je fais ce que j'ai à faire et je sors. Et là, je vois une personne, une femme un peu âgée, tu vois, qui me regarde et vous avez un chien, vous allez aux toilettes avec votre chien. J'ai rien dit. Zen, il faut que je me Non, ça sert à présente bien rien. devant ce thé-là, quoi. Il ne faut pas que je m'énerve, tu vois. C'est une petite épreuve de la Et vie. voilà, là. c'est ça. Donc, et donc, elle est arrivée ici, donc les chiens l'ont super bien accueillie, voilà. Et elle a vécu 2 ans et demi Incroyable. de plus, tu vois, que les 6 mois prévus. Incroyable. Parce que bon, quand tu as une thérapeute comme Valérie, Ouais, je pense que ça et aide. voilà, elle est arrivée, elle était en diarrhée et tout, elle a tout cliné, l'alimentation, le truc. Il avait même, tu vois, il avait stérilisé, elle avait 12 ans, pas stérilisé un chien à 12 ans, quoi, tu vois, on fait n'importe quoi. Bon bref, donc, Encore donc elle tout est un restée débat. avec nous, voilà, c'est toute une histoire. Et elle aussi, elle m'a appris la patience. Hein. Ouais. Parce que alors les setters, c'est très excité, hein. Mhm. Mais à 12 ans, plein d'arthrose, ça marche comme ça, au ralenti. Il faudra que je te trouve des vidéos, tu les monteras. Ouais. Et là, moi, je marchais au ralenti avec elle. Ça m'allait bien parce que j'ai horreur de marcher. Ah ouais. Comme les bodybuilders, tu sais, on n'a pas marché. Ouais, C'est ce que c'est avec ouais, Christophe, donc, ok, il m'en a voulu. voilà, Ouais. t'en as voulu, là. Donc, j'allais, voilà, lentement, on faisait le tour un peu du quartier avec elle, voilà, donc, et des fois, on rencontrait des chiens, elle était toujours très protectrice par rapport aux deux Cabernet King Charles, tu vois. Et ce petit monde, c'est très bien, je dirais, entendu pendant 2 ans et demi, et elle a une fin de vie violente. Ok. Ça m'a marqué.
Et c'était... en fait, elle avait une plaie donc, à la tête, et donc qu'on soignait, tu vois, régulièrement, mais qui n'arrivait pas à partir. Et puis des fois, elle a fait plusieurs AVC aussi. Mais elle les voyait, elle n'entendait plus trop. Elle mangeait toujours. Elle est devenue les derniers mois incontinente. Ok. Là aussi, c'est compliqué. Et, mais bon, il faut assumer ce genre de choses, quoi, tu vois. Parce que c'est trop facile, sinon, de dire un chien est incontinent. Un chien est incontinent, on va l'euthanasier. Comme ça se fait beaucoup, hein, malheureusement. Oui, ben oui. Et donc voilà, ça a tout chamboulé. J'ai annulé la tournée. Il y a eu beaucoup de choses en fait qui nous ont obligés en fait de rester ici. Donc pour Stella. Okay. Et elle nous l'a bien rendu, hein, parce qu'on avait énormément d'amour. Mais son départ a été violent. En fait, d'un coup, elle dormait. En fait, le canapé était ici. Elle dormait à mes pieds. Enfin, et un après-midi, je crois, oui, c'était un après-midi. On finissait de déjeuner, on prenait le café. Et d'un coup, elle s'est levée. Elle a commencé à courir dans toute la maison en hurlant. Mais on aurait dit que c'était un chiot. En fait, elle était pétrie elle est pleine d'arthrose, tu vois. Donc, on dirait qu'elle n'avait plus de douleur, plus rien. Et elle a commencé à hurler. Mais alors, un hurlement, c'est terrible. Elle s'est tapée contre la vitre et tout. Donc, on s'est dit, bon, il faut la faire sortir de la maison. C'est dangereux, tu vois. On l'a fait sortir. Mais là, c'était pire. Parce qu'il y a des piquets de partout. Il y a le jardin, tu vois. Il y a le potager, le truc. Je me suis dit, mais elle a sauté un grillage et tout. J'ai dit... Quand ça va s'arrêter, d'un coup, rapidement, on a appelé une vétérinaire que nous connaissions et qui est rapidement venue. Elle s'était calmée entre-temps, tu vois, parce qu'elle avait réveillé tout le quartier, tous les chiens, ils hurlaient à la mort, on voyait qu'elle souffrait, quoi, tu vois, mais là, t'es désemparé, quoi, les chiens qui souffrent, qu'est-ce que tu fais, là, tu peux rien faire, quoi, tu vois. Et, donc elle est venue, on lui a donné son dernier repas, et puis on l'a fait partir, voilà, on l'a euthanasiée, mais elle était ici. Et il n'y avait pas de moyen de... Voilà, là, c'est pour ça que l'euthanasie, moi je ne suis pas contre du tout, hein, mais il faut que ça soit le bon moment. Des fois, souvent, hein, c'est le chien qui le montre. En fait. Il faut vraiment être à l'écoute de son animal. Bah, comment, justement, enfin moi malheureusement je l'ai vécu avec ma première chienne, enfin la première chienne que j'avais rien qu'à moi, parce que dans ma famille j'ai vraiment grandi avec ça, d'où cette passion. Et quand je l'ai faite euthanasier, malheureusement, ça faisait déjà quelques mois qu'elle se battait, hein, qu'on faisait des allers-retours entre les labos pour les tests, etc., le vétérinaire. Enfin, c'était un peu l'enfer. Et c'est vrai que moi, j'ai su le moment. Parce que tout à l'heure, justement, tu m'as dit, on ne peut pas deviner quand le chien nous regarde à quel moment c'est la fin. Un peu comme ça. Mais moi, j'ai eu la certitude, à une façon de me regarder, je savais en fait, il y avait zéro doute. Déjà là, ça y est, la gorge qui commence à se serrer. Donc t'as pris la bonne décision, le chien te fait comprendre. Quand on est en connexion avec son animal, et là aussi Valérie peut vraiment mieux t'en parler que moi, on sait voilà, quand c'est le bon moment, et voilà, mais il faut vraiment être à l'écoute, ne pas avoir peur. Surtout les chats, en fait, j'ai perdu aussi d'autres chats, c'était les chats de ma mère plutôt. Et dont une qui est partie également de vieillesse, un peu plus brutalement que Cora. Mais elle est allée jusqu'au bout, quoi, tu vois. Les chats, à un moment donné, déjà, ils s'arrêtent de manger. Et quand ils s'arrêtent de boire, tu sais que ça va être la fin. Ouais. Il faut les laisser tranquilles, quoi. Il y en a des fois qui partent, hein. Il y a des chats, des fois qui partent. Mourir, je ne sais où, mais toi, tu recommanderais de ne pas forcément écouter un avis vétérinaire, mais plus... Écoute, moi, je me garderais bien de donner le moindre conseil par rapport à ça. Je suis juste là pour te partager mon expérience. Il y a des animaux qui sont partis. Alors, je t'ai parlé du Terre-Neuve, parce que je t'ai dit, j'ai jamais eu de gros chien. Mais là aussi, le Terre-Neuve, je l'ai hérité. J'étais à l'époque, donc je sortais avec une mannequin qui travaillait chez Elite, et elle est partie donc travailler au Japon, donc plusieurs mois. Et donc j'ai dû garder c'était son Terre-Neuve. D'accord. Terre-Neuve. 60 kilos, une beauté, mais alors. Et j'étais jeune à l'époque, donc à peine 30 ans, je pense. Et donc j'ai vécu assez peu de temps avec ce chien, parce que j'ai gardé, je pense, même pas 6 mois. Il est parti, il avait 4 ans et demi de la leishmanose. Parce que malheureusement, ici, je vis dans un foyer de leishmanose. Ok.
faut savoir que le vaccin est inefficace dans la leishmaniose. Mais la leishmaniose, en fait, c'est transmis par un moustique. Et moi, je ne me méfiais pas, c'est vrai, à cette époque. Et puis, Terre-Neuve, tu ne vas pas le faire dormir à l'intérieur, quoi. Déjà, il ne voulait pas les rester à l'intérieur. Et j'avais remarqué que l'été, c'est vrai qu'il avait été piqué, tu sais, sur le museau, là. Il avait des taches de sang. Et je pense qu'il a été... il s'est arrêté de manger, il a maigri, il a perdu 20 kilos d'un coup. Et c'est vrai que c'est mon voisin qui était vétérinaire, donc il m'a dit, écoute, Gilles, donc il faut le faire partir, quoi. Donc, il n'y a pas moyen qu'il se remette, c'est un leishmaniose, c'est violent. Et, voilà. Mais le Terre-Neuve, il m'est arrivé des trucs avec c'est une race incroyable. Une race incroyable. Et donc je savais que ça aimait l'eau. Ah oui, ça va. Mais donc je suis allé, donc j'ai été fier d'avoir ce Terre-Neuve. Bon, après, donc, elle était partie donc, au Japon et elle me l'avait confié, tu vois. Et je vais voir mes parents, puis mes parents, ils ont une piscine. J'arrive le Terre-Neuve, je le lâche. Première chose qu'il a faite, il sautait dans la piscine. Mon père qui dit, qu'est-ce qu'il fout ton chien? Il était dans la piscine en fait, mon père était en train de nager, il allait le sauver. Je dis, non mais il va me mordre, non, il te mord pas, tu vois. Parce qu'ils ont le réflexe, quand tu es dans l'eau, en fait, ils te prennent, ils te chopent la main là, ils te tirent pour te sortir de l'eau. Celui-là, il était entraîné ou Non, même pas? Jamais il avait eu, non, peut-être qu'elle a été là. Parce que j'ai peu pratiqué le Terre-Neuve. Il n'était pas entraîné du tout, je t'assure. Ok. C'est vraiment c'est l'inné, quoi. Ouais. À l'époque, je faisais du jet ski, c'était à Cassis. Et je me souviens une fois, donc j'avais une grosse Jeep, je me mettais derrière la Jeep, il était magnifique ce chien, tu vois, il s'éclatait avec moi. Et donc, la première fois, je vais faire du jet ski, bon, je lui dis à un copain, bon, tiens, je te laisse les frais, il s'appelle les frais. Tu le tiens, et puis voilà, je vais faire un tour, je reviens. Il m'a vu monter sur le jet effrayé. Je suis parti comme ça et j'avais pris une vague, j'étais tombé d'un coup, tu vois. Donc il m'a vu à l'eau, il a failli arracher le bras de mon pote. Son pote, il était là, il dit « Oh, il s'est moqué de moi que je suis tombé, tu vois. » D'un coup, le chien, pouf, il s'en va. Il court sur le quai, il saute comme ça. Il vient me chercher. Moi, je me suis laissé faire, quoi, tu vois. Voilà. Mais impossible de la mener, tu vois, parce que quand il me voyait partir, voilà, il était, il voulait toujours faire sortir les gens de l'eau, quoi, tu vois. Donc l'impossible était de le mener au bord de l'eau, quoi. Donc voilà, j'ai une expérience aussi avec deux gros chiens. C'était en fait le Terre-Neuve et puis le terrier irlandais. Et sinon, tu as gardé combien de temps de Terre-Neuve? Et le Terre-Neuve, je te dis, un peu moins de 6 mois, malheureusement. Il a été piqué dans la leishmaniose l'été et puis il est parti très rapidement après. Ok. Et aujourd'hui, tu en as compté, j'ai 4 cavaliers King Charles. Enfin, c'est les chiens de Valérie, donc je vis avec 4 cavaliers King Charles et mon épouse. Ouais. Voilà. Ça fait du monde. On a encore 2 chats, donc on a eu deux chats qui sont arrivés il y a peu de temps. Et les 4 sont incroyables, parce qu'on dit que les cavaliers, que chaque race a des particularités. Mais nous, les 4, ils sont vraiment différents. Oui. Ça, tu vois, c'est Roby, donc c'est celui qui est arrivé après Anna. Ouais. Et un petit roux. Un petit roux, moi je voulais un petit roux, mais je voulais une femelle. Eh ben, on a eu un mâle. Et ça a été le premier mâle, parce que là aussi, entre mâle et femelle, c'est pas... Il y a une grosse différence, ouais. C'est une grosse différence, ouais. En fait, généralement, les mâles ont tendance à faire les choses devant. Quand ils vont faire des bêtises, généralement, ils vont être un peu plus frontales que les femelles qui vont avoir tendance à faire les choses un peu plus en douce. Ouais. Donc, c'est 2 caractères différents. Ils sont entiers déjà, nous, ils sont pas castrés. Ouais. Donc ça, c'est aussi une grosse différence. Parce que là aussi, le fait de castrer les animaux, ça change leur comportement. On est d'accord. Donc, même la stérilisation. Donc, la petite, par contre, mais je vais te raconter leur histoire alors. Donc Bibi, en fait, il est venu, c'était pas un accident, mais c'était un petit mâle, et puis c'était notre premier petit mâle. Très protecteur, par contre. Ouais. C'est le chien médecine, il s'occupe de tout le monde. Il a veillé au rat, tu vois, parce qu'au rat, on l'a gardé 3 jours avant de la faire incinérer. Ouais. Et on l'a gardé, en fait, on l'a gardé ici. Donc on a mis son panier, on a mis des blocs, donc qui étaient des blocs de congélation, tu vois. Donc dans une pièce quand même, une pièce sans chauffage, hein, bien sûr.
Et là, on a gardé, je pense, plus de 2 jours. Et il n'y avait pas d'odeur, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et en fait, Robbie a veillé au rat. Donc, enfin, il y en a un autre qui s'approchait, il regardait, tu vois, il était très très respectueux. C'est des chiens en fait qui sont tous très gentils. Comment se passe la cohabitation justement bien. avec tout ce beau monde et Bah, regarde, ils cohabitent bien. Hop là. Ouah. Ouais, c'est la petite dernière. Ouais. Qui a une particularité. Céleste, c'est toute une histoire. Céleste, en fait, elle est née. Donc, c'est un petit élevage, je te disais, un petit élevage familial. Donc, elle a très peu de portée. Et c'est pas du tout un élevage industriel, quoi. Tu vois, c'est vraiment très peu de portée par an. Et la petite Céleste, en fait, est née avec un bec de lièvre. Ouais. Donc, l'éleveuse a tenu à la garder. Comme je te disais, en général, ce genre de chien est euthanasié, puisqu'il ne représente pas de valeur. Mais comme ce n'est pas une éleveuse qui cherche à faire de l'argent, c'est vraiment pour l'amour de cette race. Et elle a tenu donc à la garder, puisque le palais n'était pas touché. Ouais. Donc elle pouvait manger, mais elle ne pouvait pas téter. Ouais. Donc elle l'a séparée de ses frères et sœurs. Elle l'a gardée à part, c'est pour ça qu'elle a eu un peu plus de mal à se sociabiliser. Et donc on est allé la chercher. Mais oui, ma chérie, ouais, je sais, tu n'es pas très à l'aise avec moi. Hein, tu n'es pas très à l'aise. Et donc maintenant, elle a 2 ans et demi. Et elle est en pleine forme. Elle est en pleine forme. Et Elle a dû subir une opération pour... non, pas du tout. Même pas? Non, on n'a pas... On n'a pas opéré, et puis il n'y a pas d'opération possible, si tu veux. Mais moi, là, tu vois, elle mange normalement. Et puis, chaque chien qui arrive, parce que là, en fait, ils ont des réflexes de meute. Ouais. Parce qu'ils étaient sains à l'époque, donc il y avait Kizzy. Donc chacun avait sa place. Voilà. Mais ils font corps. Et je pense que les animaux, lorsque tu les as seuls, ou 2, tu vois, il n'y a pas cet effet de meute. Bah, normalement, on dit que l'effet de meute commence à partir de 2 individus. Ok. Après, c'est sûr que plus le groupe va être large et plus le comportement va être modifié. C'est logique. Ouais. Donc chacun, si tu as un caractère différent, moi il y a Sweetie que tu n'as pas vu là, mais qui est un peu plus, je dirais, lui c'est le plus téméraire. Ouais. Donc c'est le premier à aller au contact, tu vois, à voir si tout va bien, il n'y a pas de danger. On l'a vu en arrivant. Voilà. La petite Céleste, elle est toujours en retrait et elle aboie. Ouais. C'est dire je suis là. Tu vois. C'est aussi un réflexe que c'est la dernière arrivée. Donc, Et puis Anna, c'est la doyenne, quoi. Donc, Une petite mémère. ouais. Qui arrive sur sa fin, mais qui est toujours là avec nous. Et puis les autres là sont près d'elle, puisqu'elle fait pas mal d'arrêts respiratoires. Ok. Et donc chaque fois qu'elle fait un arrêt, ils sont là, ils lui aboient dessus pour qu'elle arrive à reprendre, tu vois, son souffle. Ouais. J'imagine que ça Ouais, donne une sorte de... ça peut être un peu angoissant, si tu veux, Ouais, ça peut être stressant. Ouais. Mais voilà, il faut avoir les bons réflexes, il faut avoir aussi une certaine connaissance pour apporter les premiers soins, pour être comme ça à l'écoute des animaux. Et Toi, t'as appris au fur et à mesure ou... oui, après, c'est l'expérience. Ouais. Je te dis, moi, je ne vis pas avec eux. Je ne vis pas avec eux. Je suis quand je suis mission chez moi, mais je ne travaille pas avec eux, par exemple. Ouais. Ils restent tout le temps avec Valérie. Ok. Et donc, je suis pas... C'est pas moi qui leur donne à manger, par exemple, tu vois. Ouais. Mais il fait beaucoup, hein. Bah, évidemment, c'est la ressource la plus importante pour un animal. Ouais. Donc, mais justement, pourquoi tu as choisi de rester un peu en retrait? Parce que... J'ai pas choisi de rester en retrait, en fait. C'est Ouais. que je vais pas amener mon chien à la gym, par exemple. Ouais. Oui. Quand je travaille, je travaille seul. Il n'y a pas de chien avec moi. C'était Aura, plutôt, qui était avec moi. Ouais. Et puis voilà, ils sont tous très très proches, en fait, de Valérie. C'est pour ça que je te dis, je peux pas dire c'est mon chien ou j'ai...
tu vois, j'ai une relation privilégiée avec un chien, un animal, comme peut avoir Papacito et Maximus. C'est pour ceux qui connaissent le phénomène. Ils sont fusionnels tous les deux. Ouais. Et c'est beau. Moi, j'admire les gens comme ça qui ont des rapports fusionnels avec un animal, qui plus est un chien. Voilà, un chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Ah, tu t'y crois, ça? Justement que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Oui, parce qu'un chien, en fait, ne te juge pas. Ouais. Un chien ne te juge pas. Un chien, peu importe ce que tu lui fais, même si tu lui fais des crasses et tout, le chien te sera toujours fidèle. Une fidélité, le chien, c'est un peu, je dirais, le reflet de notre humanité telle qu'elle devrait être. C'est pur. C'est que de l'amour, en fait. Ouais. C'est que de l'amour. Ça, après, chaque race, voilà, peut-être ses caractéristiques. Il y en a qui sont un petit peu plus, d'autres plus protecteurs. D'autres plus Il y a des chiens indépendants. qu'on appelle les chiens canapés. Mais bon, tu vois, les cavaliers King Charles, tu peux avoir un cavalier King Charles dans un canapé. Et tu peux avoir un cavalier King Charles, nous, ils chassent. Hein. Ouais. Ils ont tué déjà, voilà, des tourterelles, des colombes, des trucs. On croirait pas, hein, et pourtant, ce sont des chiens de Non, chasse. pas les lapins, je pense qu'ils sont pas assez rapides, tu vois, ouais. quand même. Mais non, ils chassent. Ils chassent, ils ont quand même cet instinct. Après, l'animal, je te dis, moi, j'ai toujours eu, voilà, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours côtoyé, en fait, un animal, même si je n'en ai pas un à moi, j'ai toujours un et plusieurs, là, dans le foyer, quoi. Ouais, pour toi, ça fait partie de ton mode de vie, quoi, quand même. D'être au moins entouré d'eux. C'est même pas un mode de vie, je pense pas, c'est un mode de vie d'avoir un animal. Mais j'ai rencontré des personnes qui n'aiment pas les animaux. Ok. Qui se disent, tu vois, là, elle m'a un peu nippé, là, tu vois, c'est dire, oh, mais c'est sale, tout ça. Il y a des gens qui sont froids, tu vois, qui ne comprennent pas qu'on puisse apporter de l'amour à un animal. J'ai un peu de mal avec ces personnes-là. Ok. Bon, j'ai un très bon ami qui n'aime pas les animaux, donc je ne voudrais pas qu'il se sente vexé. Mais je me dis, c'est pas le chien, tu vois, nous n'avons pas d'enfant, le chien n'est pas un substitut à l'enfant. Ah non, Non, mais je te dis ça parce qu'il y en a quelques-unes qui commencent un peu à s'exciter sur Internet. Voilà, je préfère avoir un chien qu'un enfant. Bon, il faudrait peut-être qu'elle aille consulter. Ouais. D'accord. Ouais, mais rien de plus beau que les enfants. Ouais. Après, l'animal, nous, fait partie vraiment de la famille. Vraiment. On ne fait pas d'anthropomorphisme non plus, mais ils font partie de la famille. Donc voilà, des fois, on ne fait pas certaines choses parce qu'ils sont là. Et lorsqu'on fait des choses, on les intègre avec nous. Ouais. Voilà. C'est pas un objet qu'on laisse à la maison. On part en week-end, on revient, tu vois, le soir, bon allez, on va faire sortir le chien, on va y faire la promenade, et puis après il rentre. Il t'a donné la gamelle, l'eau, allez, balance un peu de croquettes. Non mais le chien, c'est pas une machine, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais je pense qu'il y a un juste milieu, justement, entre les gens qui mettent leur chien au fond du jardin, attaché à un arbre, et le pauvre, il n'a pas de vie. Et ceux qui le remplacent par... Tu as un chien, pourquoi tu attaches un chien au fond du jardin? Je sais pas, après, je pense qu'il y a une sorte peut-être de domination un peu sadique, j'en sais rien. Je suis pas dans la tête de ces gens, mais ouais, malheureusement, c'est un phénomène qui existe. Bon, Dieu merci, je touche du bois, j'ai jamais eu de clients comme ça. Enfin, de toute façon, ces gens-là ne sont pas à même de vouloir éduquer leur chien ou essayer de le comprendre. Mais non, je pense que c'est juste une sorte de domination un peu. Les chiens sont tellement empathiques, ils sont tellement capables d'amour, justement, comme tu dis, sans condition. Ce sont des animaux sensibles, donc ils peuvent ressentir la peur, etc. Donc je pense que ces gens-là, ouais, ils ont ce truc-là de vouloir peut-être un peu dominer le chien, plus que vouloir le garder et s'en occuper. Mais tu disais qu'ils ressentent des choses. Ouais. Mais ils voient des choses aussi qu'on ne voit pas. Ouais. Moi, je suis persuadé qu'ils ont un sixième sens. Alors, je ne appellerais pas ça un sixième sens. Ils voient des choses, ils ressentent des choses. Je ne sais pas s'ils les voient, en tout cas ils ressentent des entités. Okay. J'en suis persuadé. Les chats comme les chiens. J'ai notamment Anna, qui très souvent
se met face à un coin de la pièce où il n'y a rien, en fait. C'est ma réserve alimentaire, tu vois. Je suis un peu surréaliste, tu as remarqué. Mais... Donc, la réserve alimentaire, un coin. Et c'est le coin, en fait, où mon grand-père cuisinait les gamelles pour ses chiens de chasse. C'était là où il dépeçait également les lapins. Voilà. Elle aboie là, pile poil où il se tenait. Il n'y a rien. Elle n'aboie pas des boîtes de conserve, vraiment. Il n'y a pas de souris, il n'y a pas des trucs. En plus, on ne le voit plus trop, Anna. Donc, c'est étonnant. Les chats, également. Les chats, en fait, se posent dans des endroits, en fait, où il y a des énergies négatives. Ok. Quand elles se posent, par exemple, moi j'avais Aura qui venait, quelquefois, j'ai souvent des fois des maux de ventre. Elle venait, elle se mettait, elle se levait sur mon ventre. J'ai rien dit. Tu vois. Ils sont là pour absorber le négatif, les chats. En fait. C'est toujours bon d'avoir des chats dans la maison. Ouais. Je pense que tu sens qu'il n'y a pas d'énergie négative chez nous, en principe. Non, ça va, on sera à l'aise. Ouais, tu es resté bien Ah oui, toute l'après-midi la oui, dernière fois. Donc, ouais. voilà. Désolé si on t'a beaucoup parlé. Ah je non, parle non. beaucoup, mais Valérie également. Hein, Ouais. donc, là, J'étais tu pris entre nous avais deux un feux. stéréo, tu nous avais un stéréo, c'est un peu compliqué. Non, mais justement. Les chats sont là pour absorber vraiment les énergies négatives, je suis intimement persuadé. Ils voient également des choses, les chats. Ils sont connectés à un monde, moi j'appelle ça un monde invisible, qu'on y croit ou on n'y croit pas, peu importe. Mais ils ont des fois des comportements étranges. Voilà. Une fois, je sais plus, je crois que c'était Sweetie il marchait tout ça, on aurait dit qu'il s'était pris un coup de pied en fait. D'un coup, il a fait un écart, tu vois, comme il regardait, d'un coup. Puis il n'y avait rien. Je pense qu'il y a cette connexion avec les animaux. C'est des âmes pures, en fait. Tu penses qu'ils sont capables de reconnaître notre vraie nature, un peu, les chiens, ou pas? De déceler un peu qui est mal intentionné, qui est mauvais Non, je pense pas. Non. Je pense. En tout cas, ce que tu me dis, là, tu vois, par exemple, lorsque j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai remarqué que les animaux venaient plus facilement vers moi. Je vais te raconter une autre chose, mais là, c'est avec des vaches. Tu prends aussi les vaches ou on parle des chiens? Tu prends les vaches? Je prends, après je ferai le tri. Je ferai le tri. Comment ça, tu fais le tri? Tu m'as dit que tu ne coupes rien. Non, les vaches, c'est intéressant. Je suis musicien, tu vois, donc j'avais au Québec, donc j'ai toujours mes guitares avec moi. Et je travaillais je collaborais avec un fermier qui était un fermier qui faisait de l'élevage biologique de poulets. Et il avait quelques vaches laitières et puis des bœufs également, des vaches, des bœufs pour la viande, avec des veaux. Et j'étais avec lui, on allait le voir très régulièrement avec Valérie. Et puis un jour, il m'a dit, tiens, il y a des copines qui sont venues, elles ont joué de la guitare et les vaches, ça leur a plu, elles sont venues près d'elles, etc. C'est des végans, parce qu'ils étaient... voilà, donc ils côtoyaient, même s'ils élevaient des vaches, surtout des poulets, ils avaient des amis qui étaient végans. Et il me disait, les vaches se sont rapprochées d'elle, etc. Je lui dis, tiens, je vais essayer. Tu vois. Donc un jour, je prends la guitare, je m'approche, je vais dans le champ, tu vois, il y a les vaches tout autour, je commence à jouer, tu vois, et tout. Bon, pas des trucs trop métal, tu vois, un truc un peu cool. Ah ben, elles sont venues, en fait. Et puis j'ai fait un concert devant des vaches. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de plus manger, tu vois, d'animaux. Peut-être c'est dans notre tête, tu vois. Mais lorsque j'ai eu cette période où j'étais vraiment végan, ça a duré quelques mois, tu vois. Parce que quand tu fais des enquêtes dans le milieu de l'élevage intensif, c'est des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Ils ne sont pas confrontés à la maltraitance, à la douleur, à la violence. Il y a un rejet total. Donc aujourd'hui, je reconsomme, que ce soit de la volaille, des poissons, etc. Mais je ne consomme plus de viande rouge, de mammifères, en fait. Je ne consomme plus de mammifères depuis maintenant quasiment 15 ans, quoi. Ça ne me manque pas. Et je ne sais pas si... déjà, moi, ça m'a apaisé, ça m'a calmé, parce que j'étais assez hyperactif, j'avais, comme on dit dans le sud, le sang chaud, quoi, tu vois. Et j'ai eu un rapport beaucoup plus direct avec les animaux.
Et même les insectes. Tu vois, aujourd'hui, je serais incapable de mettre le pied sur une fourmilière ou d'écraser des fourmis comme font les gosses, tu sais, qui sont... même si c'est des insectes, c'est des animaux, tu vois, qui sont vivants. Les mouches, c'est pareil. Je ne vais pas tuer une mouche si vraiment, il n'y a pas d'autre solution, on va la buter, quoi. Il faut arrêter. Mais... Donc sinon, il y a d'autres solutions, tu vois, de les faire sortir ou tu vois, de s'en protéger. Donc j'ai un respect, en fait, de la vie depuis que j'ai fait ces enquêtes dans le milieu de la protection animale que je n'avais pas avant. Lorsque je suis, non pas confronté, mais lorsque je rencontre un animal, il n'y a aucun animal qui m'a attaqué, en fait. Ouais. Je pense qu'ils sentent que j'aime les animaux. Je crois que je vois un chien, bon, je demande au propriétaire, bon, je peux le caresser, on ne sait jamais, tu vois. Il ne faut pas comme ça y aller, c'est pas un objet, tu vois. On dit oui, il est gentil et tout, tu vois. Le chien, il est comme un fou, quoi, tu vois, le truc. Voilà, donc j'ai cet amour sincère, si tu veux, par rapport notamment aux chiens. Et je pense qu'ils le ressentent. Ouais, certainement. J'en suis persuadé. Bah, toi, c'est ton métier, donc. Je le vois, hein. Je le vois tout, pas quotidiennement, mais quasiment. C'est une certitude. Il y a quelque chose quand même de top. Enfin, je suis très sportif, tu vois. Mais par exemple, le fait d'avoir un chien, ça permet aussi de. Bah, t'es obligé de sortir. Donc, mine de rien, t'es obligé de. Enfin, obligé. Ça privilégie aussi des moments où, pour dépenser le chien correctement, à moins que t'aies. Et encore. Même si t'as un grand espace, c'est quand même mieux de le sortir. Mais par exemple, il marche en forêt, tu vois. Ça, la forêt, cette connexion à la nature, avant d'avoir mon chien, je l'avais pas naturellement. Enfin, même si voilà, j'ai grandi aussi à la campagne, dans le sud-ouest notamment, mais j'avais pas ce besoin d'aller en nature. Maintenant, ça fait partie de mon quotidien et c'est vrai que ça fait toujours du bien de se balader en forêt, etc. Donc, ça permet des fois de joindre l'utile à l'agréable, en fait, tout simplement. Ça t'emmène tout un rythme de vie. Un cercle vertueux qui est quand même bon à prendre d'avoir un chien, quoi. Nous, on va jamais en forêt. Ouais, toi, je sais que c'est pas ton non, rythme. parce qu'on a peur des chiens qui sont pas en laisse, en fait. Ouais. On a trop vu d'accidents avec Valérie, des chiens qui se font dévorer, en fait. Nous, les cavaliers King Charles ne peuvent pas se défendre. Hein. Oui, c'est vrai que ils ont. Donc, je t'ai posé la question, est-ce qu'on pourrait aller, tu vois, dans une plage, etc. Voilà. Déjà, le bord les plages sont interdites aux chiens. Enfin, c'est une horreur d'avoir des animaux ici, c'est une horreur. Tu veux les promener où Si c'est pour aller en forêt et te choper, et tu vois un chien qui va d'un coup, va avoir, tu vois, ne serait-ce que Céleste avec sa dent comme ça, puisqu'elle a une dent qui sort, tu vois. Le chien peut prendre ça comme une menace, etc. Donc nous, toujours, chaque fois, bien sûr, on va promener avec nos chiens, hein, mais ils sont en laisse, en fait. Ils sont toujours en laisse. Il n'y a qu'ici, bon, on a la chance d'avoir un grand terrain où on les lâche. Donc, mais je pense que c'est réellement une problématique hein, pour des personnes qui vivent peut-être en appartement. Comment tu promènes un chien sans laisse? Bon, c'est assez risqué et péril. J'en vois quelques-uns, hein, même en ville. Hein. J'en vois en ville qui disent non, mais il m'obéit, il obéit bien et tout. Non, mais ça reste un animal. Il ne t'obéit pas au doigt et à l'œil. Oui, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir un copain, quelque chose qui intéresse le côté de la route, il traverse, il se fait écraser. Mais pour sa propre sécurité, tu vois. Ben oui. Voilà. Moi, je dis toujours, tu sais conduire, tu mets quand même ta ceinture de sécurité. Exactement. Ben, c'est le même principe avec un animal. Après, moi, j'ai en forêt vraiment isolé, vraiment au fin fond, tu vois. Généralement, même quand je sais qu'il y a plus de monde qui risque d'être autour, je le tire en laisse. Mais quand je suis vraiment enfoncé dans la forêt, je suis persuadé je suis sûr de ne pas croiser quelqu'un. Je le laisse cavaler, et puis même moi, ça m'oxygène lui aussi. C'est très bon, c'est très bon. Mais je pense qu'il y a peu de personnes qui font cet effort. Après, nous, on a vécu, comme tu sais, longtemps à Montréal. Là-bas, il y a des parcs à chiens. Nous, on n'a jamais mené nos chiens dans les parcs à chiens. Bon, après, ils ont un rapport assez particulier avec les animaux. Hein. Donc, ils en abandonnent très souvent, parce qu'il y a un taux d'abandon qui est aussi fort qu'en France. Il y a 10 fois moins d'habitants. Hein. Il faudrait se poser les questions. C'est en termes de nombre, même pas en termes de pourcentage? En termes de nombre. Ok, c'est ok. Ah non, mais c'est la folie. Il y a vraiment aussi des euthanasies de complaisance, parce que là, en plus, la première année qu'on était arrivé en 2010, on avait fait une enquête, on avait témoigné sur une structure qui s'appelait le Berger Blanc, je me souviens. C'était en 2010, qui était financée par la ville, parce qu'il y a pas mal des chats errants et aussi des chiens errants.
donc pour les attraper et les euthanasier, tu vois. Ouais. Mais en fait, ils prenaient aussi des animaux qui étaient dehors et qui appartenaient aussi à des propriétaires. Parce qu'il faut savoir qu'à Montréal, on peut rentrer nulle part avec un chien. Voilà. C'est pour ça que nous, on a eu l'idée des poussettes. On rentre un chien dans une poussette, c'est autorisé. Donc, une poussette à chien. Donc, oui, c'est... Non, mais non, tu rentres pas dans n'importe quel... à partir du moment où ils sont en poussette, c'est OK. Oui. Ouais. Après, Ou au bras et encore au bras. Non, bon, bref. Donc, les chiens, très souvent, tu te balades à Montréal, tu vois des piliers, en fait, des chiens avec des chiens attachés dehors. Et là, le berger blanc, ils ont chopé, en fait. Des chiens comme ça, des chats, donc ils faisaient... Parce qu'ils étaient payés à l'euthanasie, tu vois. Et ils étaient euthanasiés dans la journée. Ils ne faisaient pas de recherche des trucs. Bon, un scandale énorme. Bon. il y a le puçage obligatoire pour les chiens au Canada ou pas? Oui, il faut acheter, tu achètes tous les ans une médaille, un truc, et bon, tout ce qui est formalité, tout ça, je te dis là aussi, c'est Valérie qui s'en occupe. Les transports, voilà, moi je te dis, je ne m'occupe pas de ça, mais je vois qu'il y a des pays voilà, où c'est moins facile pour les chiens, parce qu'un chien peut t'accompagner au restaurant, s'il est sous la table, tu vois, voilà, pourquoi le laisser dehors? C'est bizarre, tu vois. Voilà. En France, surtout avec des cavaliers. Et les parcs à chiens. Non, après, ça peut correspondre à certains chiens. Je sais pas ce que tu en penses, toi, des parcs à chiens. Alors, je suis pas contre l'idée, tu vois. Ouais. Justement, ça peut être top pour les gens qui habitent en ville, qui n'ont pas forcément l'occasion de se déplacer, enfin, de prendre la voiture comme moi pour aller en forêt ou ailleurs. Je peux comprendre l'idée, mais il faudrait que tout le monde soit responsable. Parce que des fois, tu as des chiens, des chiens qui sont très problématiques, qui sont au milieu, qui cassent la gueule à tout le monde. Non, en principe, ça se passe très bien dans les parcs à chiens. Vraiment, à Montréal, c'était nous, parce que c'était après, c'est le gabarit, tu vois. Ouais. Puis il y avait des chiens, on les voyait, puisqu'on habitait près d'un parc à chiens. Donc, des fois, il y a toujours les mêmes, ils se rencontrent, tu sais, c'est des copains. Ah, il est content, il est là, ils jouent ensemble, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais encore une fois, quand les gens sont responsables. Mais là, je te parle de Montréal. Oui, encore une fois, c'est notre mentalité. On est à Marseille. Le parc à chiens à Marseille, ça peut être peut-être un peu plus problématique. Parce que chacun est responsable, mais. Ouais. Non, là, il y a vraiment un respect. Ça nous manque beaucoup, quoi, la vie au Québec. Ça nous manque beaucoup pour ça. Ouais. Très respectueux. Mais pas pour les animaux. Pas pour les animaux, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. C'est vrai que c'est étonnant quand même, des gens qui sont quand même beaucoup plus ouverts qu'en France, qui paraissent quand même un peu plus empathiques, je pense. Pas pour tout. Pas pour tout? Non, pas pour tout, je t'assure. Ok. Bon, après, j'ai eu un épisode... T'es aux États-Unis, c'est pas l'Europe en fait. Ok. Très basé sur l'argent, ils sont très intéressés. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai eu un épisode assez court à Montréal. Mais j'étais aussi dans un vase clos, je m'étais entraîné en MMA à l'époque. Oui, donc forcément que les gens, il y avait quelque chose qui nous rapprochait, donc forcément c'était plus facile d'aller vers l'un, vers l'autre. Mais j'ai senti quand même peut-être une plus grosse ouverture d'esprit là-bas, quoi. Après, c'est encore autre chose, mais... Ça m'a fait plaisir, en tout cas, d'échanger avec toi. Il y a des choses que j'ai jamais racontées. Ouais. Tu vois, quand tu fais beaucoup d'interviews, après, des fois, tu es un peu redondant, tu dis toujours les mêmes choses. C'est un peu le piège, ouais, c'est un peu le piège. On te pose souvent les mêmes questions. C'est pour ça que quand tu me l'as proposé, moi, j'ai vraiment sauté sur l'occasion de partager comme ça mon expérience avec les animaux de compagnie, les chiens. C'était... Si ça peut servir d'exemple en tout cas, et si ça peut intéresser ton public. Chaque vision, du moment qu'elle est saine, est intéressante à prendre. Après, tout le monde voit midi à sa porte, le monde du chien c'est très large. Mais non, comme je t'ai dit, du moment que les gens ont cette relation saine à l'animal... Tu remarques toi quand même parce qu'il n'y a pas de formation pour avoir un chien, il n'y a pas de permis pour avoir un chien en général. Ouais. Hors chien catégorisé. Ouais. Il n'y a pas de mode d'emploi en fait. Non, les gens s'informent avant de prendre un chien, enfin, ne serait-ce que c'est quoi ses habitudes, comment on peut l'éduquer, pourquoi il fait pipi partout. Et très souvent, je pense que tu discuteras aussi avec Valérie, quoi, les gens, comme en fait, ils ne connaissent pas, tu vois, tu peux protéger aussi le chien contre les puces, les tiques de façon naturelle, tu vois, donc, mais il y a peu d'informations, notamment par rapport comment tu dois te comporter avec un animal.
Le chat, c'est pareil, tu vois. Pour moi, l'idéal en France, c'est parce qu'on met le doigt souvent sur. Il faut un permis pour avoir un chien catégorisé. Oui. Mais pour moi, il faudrait. Un permis pour tous les chiens, en fait. Exactement. Au moins une journée de formation. Voilà, une journée de formation. Pourquoi le chien, tu dois le sortir, à quelle heure, combien de fois ça fait pipi. S'il y en a qui se satisfont, enfin, c'est le matin ou le soir. Oui. Tu vois, la gamelle, qu'est-ce qu'il faut leur donner à manger. Bon, là, il ne faudrait pas trop qu'il y ait des conflits d'intérêts, c'est pas compliqué, mais on est d'accord. Financé par les fabricants de croquettes, tu vois. Mais ne serait-ce que des... Alors, je pense qu'aujourd'hui, avec l'information qu'on a de façon disponible, libre, gratuite, sur les tutos, etc. Après, c'est justement comment faire le tri. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais comment trouver les jeunes sérieux, etc. Mais, déjà, venez me voir. Voilà, allez voir Aurélien, et puis... je pense qu'il faut, il faut bien s'informer, il faut bien être conscient qu'un animal, c'est pas toute une vie. Mais voilà, c'est en général plus de 10 ans. En moyenne. Et c'est... Alors certains appellent ça des contraintes, d'autres appellent ça, c'est des choses qu'il faut intégrer, je dirais, dans sa vie de tous les jours. C'est pas anodin, quoi. C'est pas une télé, c'est pas un accessoire quelconque. Le chien, c'est un animal vivant. Et je pense qu'il y a un déficit, en tout cas, d'information. On voit qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas se comporter, en fait, avec leur chien ou leur chat, tu vois. Même moi, à mon niveau, je vois que j'apprends tous les jours. Et ça fait aujourd'hui 1 an et demi que je me suis lancé. La vision que j'avais il y a 1 an et demi a changé, du moins évolué, j'espère en bien. Et toujours j'agrémente. Après, je pense que ce qu'il faut, c'est que les gens sachent faire preuve de réflexion, prendre du recul, etc. Et pour moi, c'est la base, parce qu'il y a tellement d'informations qui peuvent être contradictoires sur Internet. C'est ça le problème aussi. Et savoir faire le tri, c'est pas évident. Juste, faut être ouvert d'esprit et critique envers soi-même, prendre du recul sur son animal, etc. Pour moi, c'est la base. Et après, chacun va, comme je t'ai dit, chacun va trouver midi à sa porte, va aller voir une personne plus qu'une autre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais déjà, toujours, quoi qu'il arrive, faire preuve d'esprit critique, c'est la base. Pas croire, pas parce qu'une personne dit une chose, que ce soit vétérinaire, comportementaliste, éducateur ou quoi, que c'est forcément parole de l'évangile. Ouais. Comportementaliste, c'est différent. C'est un métier, c'est une expérience que tu fais toi. Vétérinaire, il y a des conflits d'intérêts. Voilà. Les vétérinaires vont te pousser à la vaccination, vont te pousser à tout ce qui est protection chimique, vont t'envoyer sur des croquettes parce qu'ils ont des pourcentages et ça fait tourner leur chiffre d'affaires. Il faut savoir que quand même la moitié des chiffres d'affaires des vétos, c'est les à côté, c'est pas les soins. Donc voilà. Bon, là aussi, c'est un sujet peut-être que tu aborderas avec d'autres personnes, mais avec plaisir. C'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup, je dirais, à faire, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui restent cachées, entre guillemets. Et là aussi, tu sais, moi j'ai travaillé principalement dans l'alimentation humaine. Je vois les dérives que ça a donné. Chez les animaux, je peux te dire que c'est pire. La difficulté, c'est que les animaux, eux, ne peuvent pas témoigner. Après, là, moi, je m'oriente surtout sur le comportement. Mais si tu veux, un chien, il va pas pouvoir t'expliquer, revenir sur une expérience. Je suis allé voir, je sais pas, tel éducateur, j'ai mal vécu. Ou je suis allé voir ce vétérinaire, j'ai mal vécu, etc. Regarde, il y a des images qui tournent, tu vois, avec des animaux qui ont peur chaque fois qu'ils vont chez le véto. Voilà, c'est l'animal sent, en fait. Voilà, il y a des vétérinaires qui sont très proches aussi des animaux. On côtoie. Petite anecdote, samedi, j'ai rencontré des clients qui ont un eurasier. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est gros pompon, un chien primitif. Oui. Voilà, c'est du chien assez indépendant, mais celui-là, très, très, très cool, franchement. Très cool. Les maîtres, ils sont hyper impliqués, etc. Ils ont été voir une première vétérinaire. Le chien, en plus, il avait 2 mois. Donc vraiment une petite boulotte, tu vois. Et la vétérinaire, elle a dit « Oh là, celui-là, il va me mordre, il est pas cool, hein, moi. » Parce que c'est un eurasier, parce que primitif, parce qu'indépendant, etc. Il va me mordre. Donc elle a pris son museau, elle a fermé, elle a entouré avec une sorte de ficelle, quoi. Une muselière aurait fait l'affaire. Même si sur ce genre de chien, je pense pas, et vu l'âge, je pense pas que ce soit nécessaire, mais bon, bref. Et du coup, le chien, maintenant, est traumatisé des vétérinaires. Et il y a aussi, normalement, je vais travailler avec eux, mais
va y avoir aussi ce côté, le réhabituer petit à petit au vétérinaire. S'ils ont une urgence, pas que le chien soit pas... Bien sûr, donc là aussi, il faut prendre le temps, comme choisir un bon éducateur canin, il faut choisir aussi un bon vétérinaire. Oui, mais il faut prendre... s'intéresser aussi à tout ce qui est médecine non allopathique, c'est-à-dire la médecine naturelle, comme la naturopathie, très très efficace. En fait, les animaux sont très très réceptifs, tout ce qui est homéopathie, etc. Maison Alfort travaille avec l'homéopathie, les chevaux notamment sont soignés avec l'homéopathie, ils réagissent très très bien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas, si tu veux, fuckés comme nous, on peut l'être avec toutes les molécules chimiques. Ouais. Ça réagit très très bien aux produits naturels. Bon, mais là aussi, c'est pas ma partie, mais ça pourrait être d'autres. Non, mais je t'envoie sur d'autres sujets qui pourraient être, c'est vrai que pourront être développés. Je pense que ça pourrait être un peu la conclusion. C'est juste, bon, toi, tu nous as partagé ta longue expérience du chien, tu nous as raconté plein d'anecdotes, etc. Et tout ce que je pourrais dire pour finir, c'est juste rester critique, voilà, et rester à l'écoute de son chien, comme on a pu le voir avec le deuil par exemple, etc. Et toujours essayer de, quand le temps nous le permet ou quand l'expérience du moment nous le permet, prendre du recul sur la situation, sur le comportement de notre chien, sur sa santé, et puis améliorer si besoin. Mais voilà, pas croire un professionnel sur parole parce qu'il est professionnel. Il faudrait rester en connexion avec son chien et surtout écouter son cœur. Ouais, je pense que c'est... Comme tu dis, ton chien t'a fait comprendre, à un moment donné, il fallait qu'il parte. Donc, voilà, il faut pouvoir l'assumer. L'assumer. Il ne faut pas garder la tristesse, garder juste les bons moments. Et après, il y a plein de rituels, il y a des photos que vous pouvez regarder, il y a des empreintes, il y a des tatous. Mais ça, tu vois, c'est l'empreinte de Stella. Ouais. Belle empreinte. Elle avait souvent sa patte qui était posée en fait sur... à cet endroit-là? Ouais, sur mon bras. Okay. Et donc c'est une amie qui m'a fait ce tatouage quasiment quelques jours après qu'elle soit partie. Okay. Et elle a eu... Bon, en plus, c'est une personne qui s'appelle Poé, qui est d'origine de Tahiti, c'est une Tahitienne, donc qui vit en France et qui est très, très spirituelle. Donc on a émis une belle musique, elle a émis des petites bougies, des photos de Stella. Et ça, c'est des tatous qui sont pour moi très importants. Et voilà. Puis j'ai Aura aussi, mais bon, qui est en dessous ce cœur. J'ai voulu cacher sa petite patte. En fait, j'avais déjà tatoué sa patte. Ouais. Et ça, c'est un cœur, un ex-veto. Hein. Et j'ai recouvert d'un cœur. Voilà, donc j'ai souvent des tatous qui me rappellent mes animaux. Même si je pense que ça reste là-dedans quand même. Mais... Oui, après chacun a sa façon de voir les choses. Mais ouais, c'est vrai que quand on prend un chien, on le sait. On sait que potentiellement il va partir avant nous. Ouais. Donc quelque part, il faut s'y préparer un peu. Et surtout profiter de... Il faut être prêt et surtout avoir aussi des repères, des protocoles, des rituels, pas le protocole. Le protocole, ça fait un peu un rituel, formel. Un rituel et qui peut aider justement comme ça à assumer le deuil. Ouais. C'est tout un programme. Ouais. Merci Aurélien. Écoute, merci à toi. À la prochaine. Ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Suivez-nous sur les réseaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Suivez-le également. Achetez ces bouquins, c'est une mine d'informations exceptionnelle. Et je remercie encore Gilles d'avoir pris son temps, d'échanger avec nous, de nous partager son expérience et ses anecdotes. Ça a été hyper enrichissant pour ma part. J'espère que ça a été autant pour vous. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Ciao les maîtres.
que nos souvenirs sont notre seul vrai patrimoine. Quand on passe l'arme à gauche, on n'a plus que les souvenirs. Le bien matériel, ça n'existe plus.